Oui, ben, je vais essayer en quelques mots, hein. Donc, ce GREC Sud, ce groupe régional d'experts sur le climat en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pardon, est porté par une association, l'association pour l'innovation et la recherche au service du climat, Air Climat. Donc, le rôle du GREC Sud, si on simplifie, c'est de centraliser, transcrire, partager les connaissances scientifiques les plus récentes sur le climat et le changement climatique. C'est aussi éclairer les enjeux locaux, favoriser le dialogue et enrichir les débats, accompagner les acteurs territoriaux de manière générale aussi. Alors, le GREC Sud n'est pas un GIEC régional, hein, mais en tout cas, il regroupe un certain nombre de chercheurs, je vais y revenir, et c'est une interface, en fait, science-société, et se positionne comme un facilitateur, hein, justement, entre cette communauté scientifique et puis l'ensemble des acteurs territoriaux. Le GREC Sud s'adresse à qui? Aux élus, aux décideurs, aux collectivités territoriales, gestionnaires, entreprises, associations, tout ce qui est aussi, enfin, j'allais dire établissements scolaires, mais enseignants, et puis bien sûr les citoyens. Aujourd'hui, il y a environ 350 chercheurs dans l'annuaire du GREC Sud, donc des chercheurs interdisciplinaires, on va de la physique jusqu'à la psychologie, et environ 250 chercheurs sur ces 350 sont actifs au sein du groupe. Ils vont participer à un cahier thématique ou territorial, je vais y revenir, à une conférence, à une journée thématique, leurs interventions sont très diverses. Et puis, le GREC Sud contribue aussi à enrichir le réseau de gestionnaires, enfin, un peu plutôt enrichir, plutôt se connecte aux gestionnaires, que ce soit les collectivités, les PNR, comme ce soir, pour essayer de travailler en collaboration, en coopération. Alors, les principales missions du GREC, hein, c'est la veille scientifique, c'est l'organisation de journées thématiques, ce sont des interventions, que ce soit dans les colloques, les forums, festivals, etc. Mais c'est aussi la publication de cahiers thématiques. Alors, cahiers thématiques, ça peut être à l'échelle régionale, mer et littoral, montagne, eau, agriculture et forêt, par exemple. Et il y a aussi des cahiers territoriaux. Comme ça a été le cas pour la métropole Aix-Marseille-Provence ou le parc naturel régional du Luberon, il y a aussi le Verdon qui est en préparation et d'autres cahiers aussi. Et ces cahiers sont en accès libre et ces cahiers, en fait, c'est quoi? C'est bien cette synthèse des connaissances scientifiques, mais à l'échelle territoriale, en tout cas pour les cahiers territoriaux. On essaie d'apporter les connaissances sur un territoire et en travaillant, et c'est l'originalité, hein, c'est en travaillant aussi en lien direct avec, comme ce fut le cas ici pour Luberon, avec le parc, avec ses agents, parce qu'il y a bien sûr la connaissance scientifique, mais aussi il y a la connaissance terrain qui est essentielle, et c'est bien cette mixité, ce mélange qui permettent d'aboutir à des publications qui sont utiles pour le quotidien. Alors juste pour terminer, peut-être sur les nouvelles publications à venir, il y aura la séquestration du carbone, les solutions concrètes, la biodiversité et le changement climatique. Vous voyez, c'est varié. Il y a aussi la perception du changement climatique. Et puis, voilà. Donc, ce soir, on va parler de ce cahier. Tout à l'heure, Nicolas le disait, qui s'appelle Le parc naturel régional du Luberon à l'épreuve du changement climatique, qui a réuni des scientifiques, qui a réuni des agents, voilà, où on a mixé ses compétences scientifiques et techniques. Et puis on va en parler tout simplement. Oui, merci Philippe, effectivement, pour ces précisions. Donc je complète un peu sur le cahier. C'est vrai que le parc de Luberon a commandé en 2019 au GREC Sud ce cahier territorial, le parc naturel régional de Luberon à l'épreuve du changement climatique. Ce cahier a été réalisé par 40 contributeurs scientifiques majoritairement. Et le périmètre concerne les 100 communes du territoire couvertes par la révision de la charte. Alors, ce livret territorial a été diffusé aux maires, aux délégués de haut parc. Il est également librement accessible en téléchargement sur notre site internet. Et il y a aussi depuis quelques jours, quelques semaines, une synthèse qui est accessible, une synthèse très intéressante que je vous invite à lire de 8 pages. Alors, l'objectif de ce cahier territorial pour le parc de Luberon, il était multiple. Déjà, notre objectif, c'était de faire un état des connaissances sur le climat et le changement climatique au niveau local, au niveau de notre territoire. C'est vrai qu'on a des données au niveau européen, mondial, national, et là, on a des données au niveau de notre territoire, donc c'est vraiment très intéressant.
Ça nous sert à enrichir les débats, comme ce soir, et aussi mobiliser tous les acteurs du territoire en permettant de présenter des solutions qui permettent de se lancer dans une politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et aussi d'adaptation au changement climatique. Peut-être un point supplémentaire sur lequel j'aimerais insister, c'est bien cette interface science-société qui est essentielle. Tout à l'heure, j'en parlais pour rapprocher la communauté scientifique de l'ensemble des acteurs territoriaux. L'objectif de cette interface est vraiment de travailler collectivement, alors des décideurs jusqu'aux citoyens, pour identifier les pistes d'adaptation au changement climatique, mais aussi d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre les plus pertinentes à l'échelle régionale, mais bien sûr à l'échelle locale. Chaque contexte territorial est différent et il est donc important d'ajuster les mesures. Son camion s'est réglé. D'ajuster les mesures et les actions à mettre en œuvre pour limiter quoi? Limiter la vulnérabilité des territoires à court, moyen et long terme. Donc la science peut aider, mais les acteurs terrain qui connaissent parfaitement le contexte local aussi. Merci. J'aurais moi une question sur le changement climatique à l'échelle mondiale. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ça fait consensus et ce changement climatique est de plus en plus visible au niveau mondial, au niveau local. C'est vrai que depuis le début de l'ère industrielle, la Terre s'est réchauffée quand même de 1,2 degrés, ce qui est conséquent. Et on a déjà les conséquences. Je pense notamment à la mer de glace à Chamonix, qui perd quand même 40 mètres en longueur et 4 mètres d'épaisseur chaque année. Est-ce que, Philippe, tu pourrais nous donner quelques précisions sur le contexte du changement climatique à l'échelle mondiale, sur son origine, et puis le lien avec nos émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que tu peux nous donner une précision sur ces questions? Alors oui, d'ailleurs je vais vous montrer un indicateur ou deux juste après cette prise de parole. Donc le climat terrestre a toujours évolué au cours de son histoire. Vous le savez, il y a des périodes glaciaires, interglaciaires, mais la rapidité du changement climatique est remarquable en fait depuis le début de l'ère industrielle. Donc, c'est-à-dire depuis 140 ans, 150 ans, eh bien, il y a un changement climatique qui est extrêmement rapide. La hausse de la température moyenne sur Terre, alors quand on lisse comme ça sur plusieurs années, aujourd'hui, elle est d'1,1 degré Celsius en réalité, mais ça, c'est à l'échelle planétaire en moyenne. Mais les surfaces terrestres, en fait, se réchauffent plus vite et on est plutôt à plus 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Et il faut savoir qu'une absence de politique et stratégie en faveur des transitions, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre notamment, conduirait à une hausse de 4 à 5 degrés Celsius, voire plus, d'ici la fin du siècle. Donc par le passé, les fluctuations climatiques de cette ampleur, des fluctuations climatiques de cette ampleur se sont produites, mais sur des milliers ou des dizaines de milliers d'années, pas en un siècle et demi. Bon, la principale cause du changement actuel est l'émission massive de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il faut savoir que cette année, en 2021, on aura plus de 50% de CO2, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire environ 417 parties par million. Et tout ça est dû aux émissions de combustibles fossiles, la déforestation, par exemple. Je vais juste vous montrer, je vais essayer de partager l'écran pour vous montrer deux indicateurs. Hop, j'ai essayé de faire ça. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, on voit effectivement la courbe. Voilà, donc depuis 1880, on voit cette évolution donc de la température. Alors tout à l'heure, Nicolas disait 1,2 et évoquait ce réchauffement 1,2. Ben là, c'est plutôt 1,1 quand on lisse sur plusieurs années. Voilà, mais on voit qu'il y a bien cette évolution de la température avec cette variabilité interannuelle et donc qui est due à nos émissions de gaz à effet de serre. Et quand on regarde ici, d'ailleurs, je vais peut-être le mettre comme ça.
si j'y arrive. Donc, même si on regarde nos 30 dernières années, on voit qu'en fait, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de manière considérable. On est passé à environ 22,5 gigatonnes d'émissions de gaz à effet de serre, et en 2018, on était à 37,1 gigatonnes. En 2019, un petit peu moins, 36,8. En 2020, on va avoir une baisse d'environ 7 à 8%. On attend les chiffres définitifs. Mais bon, en réalité, c'est ce que j'ai marqué. Hein, c'est bon, il y a eu cette crise sanitaire, et il y a cette crise sanitaire, et donc on a eu donc cette baisse d'émissions de gaz, enfin cette baisse de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre, mais rien n'a changé en réalité. Hein. Donc cette année déjà, même 2021, on est reparti sur des bases extrêmement hautes. Donc c'est bien sur ces gaz à effet de serre qu'il faut, enfin il faut y réfléchir, il faut voir un petit peu cette courbe, ces tendances, et c'est bien ces émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique actuel, à l'échelle mondiale, mais aussi bien sûr à l'échelle territoriale. Là, effectivement, on a fait un zoom à l'échelle mondiale. On va rentrer dans le vif du sujet en évoquant l'évolution du climat sur notre territoire, le territoire Luberon-Lure, qui est un territoire sous l'influence directe du climat méditerranéen. Je ne vous apprends rien, avec donc des événements météorologiques extrêmes, comme des canicules, des sécheresses, des pluies diluviennes, notamment à l'automne. Là, on est vraiment dans le climat méditerranéen. Pardon. Mais on voit aussi une augmentation de la fréquence et de l'intensité, notamment de la hausse progressive des températures, qui sont quand même le signe d'un bouleversement profond. Et on peut dire, Philippe, je pense que tu ne me contrediras pas, que notre territoire Luberon-Lure subit d'ores et déjà les effets du changement climatique. Souvenez-vous, hein, la canicule de juin 2019, 43,6 degrés à Ath, c'était des températures vraiment très très importantes. Et je sais que Philippe, tu as des projections climatiques que tu as réalisées à l'échelle de notre territoire pour les années à venir. Est-ce que tu peux nous les présenter? J'exagère peut-être, mais est-ce que le territoire du Luberon demain sera-t-il encore habitable, vivable? Est-ce que tu peux nous faire part de tes projections? Oui, ben alors, bon, là j'ai affiché un indicateur, je vais y revenir. Alors, oui, alors est-ce que le territoire Luberon-Lure de demain sera encore habitable et vivable? Alors, tout dépend en fait des scénarios socio-économiques, alors à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle locale. Donc, tout dépend des modes de production, des modes de consommation en fait de la population mondiale. Donc, ça va dépendre de l'atténuation, ça va dépendre aussi des actions d'adaptation au changement climatique, donc qui sont mises en œuvre à l'échelle territoriale si on revient au Luberon. En fait, il faut se dire une chose, hein, c'est que... Pardon ? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez agrandir votre diaporama ? Ah, moi, il est au maximum, là. Ah, c'est pas en mode projection, on n'arrive pas à lire à l'écran, en fait. Ah oui ? Ok, alors, mais juste en mode projection, c'est-à-dire ? On voit le bandeau de gauche, donc je pense que c'est juste en mode... c'est pas en mode diaporama activé. Ou alors il faut zoomer en bas avec la petite molette. On la voit à l'écran là. Ouais. Parce que soit je zoome comme ça... Ouais, c'est un peu mieux déjà. Je sais pas parce que si je mets en diaporama, voilà ce que ça donne. Non, mais là c'est mieux. C'est mieux, là, Philippe. Là, on arrive à lire. C'est mieux, Philippe. Merci. Ouais. Ok. Donc oui, j'en étais là. J'en étais que, quel que soit le scénario, hein, c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Hein, la hausse de la température va se poursuivre jusqu'en 2050 parce qu'il y a une inertie comme ça des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, pour limiter les conséquences les plus graves, il est recommandé de ne pas dépasser les plus 2 degrés Celsius. Alors, à l'échelle planétaire, hein, on est déjà à plus 1,1. Voilà, donc vous voyez un petit peu, on est déjà bien avancé. Et puis, on y reviendra aussi, même la recommandation, c'est pas plus de 1,5 degré Celsius pour préserver un maximum la biodiversité. D'accord ? Donc, si rien n'est mis en œuvre,
si il n'y a pas de politique d'adaptation, d'atténuation, enfin d'atténuation et d'adaptation, donc les impacts seront majeurs. Alors, est-ce que le territoire sera encore vivable? Le problème, c'est qu'on va arriver à des résultats où les incidences du changement climatique pourraient devenir irréversibles, c'est-à-dire que les changements seraient tellement brutaux, tellement forts, qu'on ne pourrait pas revenir en arrière sur la perte de la biodiversité, par exemple. Il faut en avoir conscience. Mais bon, là, ce que je vous dis là, ça ne concerne pas que le parc du Luberon, hein, ça concerne tous les territoires, même du monde, hein, pas que la Méditerranée non plus. Alors, maintenant, pour revenir sur les indicateurs qui sont propres au Luberon, donc si je reprends un petit peu les indicateurs de la synthèse, enfin du cahier et de la synthèse, donc on a, vous le voyez à l'écran, donc en fonction des tranches altitudinales, on a des augmentations de la température qui vont dépendre à la fois des horizons, que ce soit l'horizon 2035, 2055 ou 2085, mais aussi des RCP. Donc les RCP, le RCP 8.5 par exemple, c'est le plus pessimiste. C'est celui que vous voyez en orange et rouge. Et puis, il y a pas les projections qui étaient disponibles sur le plus optimiste, mais il y avait un intermédiaire qui était le 4.5. Donc là, vous voyez qu'on est quand même sur des augmentations qui sont fortes, hein, avec, si je reprends la synthèse, avec des hausses de la température moyenne, donc en fonction des horizons et des scénarios qui vont de plus 1,3 degrés Celsius à 4,3 degrés Celsius, avec en plus des étés, avec des écarts hein, qui seront encore plus forts, significatifs en été. Alors, s'il fait plus chaud, par quoi ça va se traduire comment? Par une multiplication des jours anormalement chauds, par un accroissement des vagues de chaleur, mais donc c'est pas rien, hein, c'est en fonction des scénarios et des horizons, les vagues de chaleur, ça va être multiplié par 4 ou fois 20 dans le pire des cas. C'est un allongement des périodes de sécheresse, l'augmentation des nuits tropicales, c'est-à-dire quand la température minimale ne descend pas en dessous de 20 degrés Celsius, le nombre de jours de gel, mais qui est déjà une réalité hein, depuis 60 ans environ. Donc ça, c'est vraiment sur les températures. Alors sur les cumuls annuels de précipitations, on resterait sur des cumuls annuels relativement stables, avec cette variabilité interannuelle. Mais on irait vers davantage de précipitations en hiver et moins en été. Alors si on combine plus de chaleur, moins de précipitations, des périodes de sécheresse plus longues en été, donc vous voyez que le résultat ne va pas être bon à la fois pour la nature et pour les activités humaines, comme l'agriculture par exemple. Hein. Donc je reviens là-dessus. Donc hausse de la température, baisse des précipitations, fréquence et intensité des sécheresses plus grandes. Donc voilà, donc il va falloir être vigilant et ça c'est fondamental. C'est extrêmement important, mais bon, il faut voir que sans parler du futur, sans parler de 2035, 2055, 2085, on a, comme je disais, déjà ces dernières décennies, déjà un changement climatique qui est amorcé, qui s'est même accéléré ces dernières décennies, avec des ressources en eau qui sont aujourd'hui plus fragiles. Nous avons déjà des épisodes méditerranéens, c'est-à-dire ces pluies extrêmement fortes, avec des seuils de 150, 200 mm, donc des épisodes plus intenses. À l'échelle méditerranéenne, on est quand même, et qui inclut le Luberon, donc on est à plus 22%. Voilà, et puis même sur les constats qu'on peut avoir, c'est le nombre de jours d'assec, c'est-à-dire qu'il y a une absence d'eau dans le cours d'eau. Dans le Calavon, par exemple, ce qui apparaît dans la synthèse, c'est le nombre moyen de jours sans eau dans le Calavon. On est passé de 97 jours entre 1964 et 1997 à 152 jours depuis 1998. Voilà, donc vous voyez déjà des incidences, déjà un changement significatif. Et donc si on cumule ces changements au futur changement, au futur bouleversement, eh bien la situation va devenir critique. Bon voilà, sinon moi là-dessus, après
Oui, après, juste un dernier indicateur. Alors là, c'est plutôt un indicateur à l'échelle de la France, mais c'est à peu près pareil. Regardez un petit peu les vagues de chaleur qui sont en grise, c'est de 1947 à 2017. Et puis ça, c'est les vagues de chaleur. Alors en fonction de la durée, en abscisse. On ne le voit pas, Philippe, là. Ah, bon, bah alors, c'est pas grave, je vais le dire à l'oral, c'est simplement, hein, c'est que aujourd'hui, par exemple, la canicule de 2003, eh bien, après 2050, si on est dans un scénario pessimiste, eh bien, l'été 2003 sera un été, on va dire, normal, classique, avec son lot de canicules, de sécheresse. Et donc voilà, donc c'est des questions extrêmement fortes. Hein. Bon, vous vous souvenez quand même, en 2003, il y avait eu énormément de morts aussi. Bon, maintenant, on est davantage préparé, mais ça reste, les canicules restent un problème majeur. Merci. Passons maintenant à la biodiversité et la forêt. C'est vrai que notre territoire labellisé parc naturel régional représente quand même une biodiversité remarquable. On a une grande diversité d'espèces animales et végétales, avec quand même la présence de 10 sites Natura 2000, dont 7 gérés par le parc. Et en plus des menaces comme l'urbanisation, l'agriculture intensive, la biodiversité est également impactée par les effets du changement climatique. On peut aussi parler de la forêt. C'est vrai qu'à l'échelle du territoire Luberon-Lure, c'est quand même 150 000 hectares qui sont recouverts par les espaces forestiers. C'est 65% de notre territoire. Et donc, avec un taux de boisement très élevé. Et on peut se poser aussi les questions, justement, des effets du changement climatique sur la forêt. Est-ce que, Philippe, tu peux nous présenter l'impact du changement climatique sur la forêt, la question de dépérissement possible de certaines espèces, et puis, évidemment, le risque incendie, j'imagine qu'il sera encore plus important dans les années à venir. Oui, avec le changement climatique, en fait, les écosystèmes forestiers seront perturbés. Hein. Tu viens de le dire, dépérissement de certaines espèces, il y aura de la perte de biodiversité, le risque incendie accru. Hein, donc, il existe déjà, mais il sera accentué. Avec la hausse de la température, par exemple, c'est toute la phénologie des plantes. Alors, quand je dis phénologie, c'est par exemple la floraison, date de floraison, par exemple, qui change parce que, en fait, c'est le cycle végétatif des arbres, des cultures, des plantes, qui est et qui sera sous l'influence des conditions climatiques, des nouvelles conditions climatiques quand on parle du futur. Alors là, c'est sur la forêt, mais quand on parle aussi biodiversité, la biodiversité, quand on a un changement comme ça, climatique majeur, donc il y a des espèces qui peuvent migrer pour retrouver un environnement favorable, mais d'autres non, donc elles n'ont pas cette chance-là, et donc c'est qui pourrait conduire à leur érosion, voire leur disparition. Alors, d'ailleurs, j'ai repris, je vais reprendre. Alors, j'avais un papier, voilà. Donc, j'ai repris quelques lignes du cahier. Alors, pas de la synthèse. C'est le changement climatique agit sur les organismes, leur fécondité, leur sexe ratio, leur physiologie, leur capacité à résister aux maladies, la phénologie, les dates de migration, etc. Les conséquences modifient les interactions entre organismes, déséquilibrent les écosystèmes, avec comme conséquence, en fait, une dégradation des services rendus par la nature. Et là, vous avez, je ne sais pas si vous la voyez, je l'ai en tout cas, j'ai zoomé dessus sans mettre en diaporama. Vous avez les écosystèmes forestiers fournissent de nombreux services, donc je ne vais pas tout lire, hein, vous les avez sous les yeux si vous pouvez les voir. Ça va de la production de bois à la régulation et épuration des eaux, par exemple, à la séquestration du carbone. Donc il y a bien des services rendus par les écosystèmes forestiers. Et bien sûr, l'ensemble de ces services, aujourd'hui, ont pris une importance considérable dans les stratégies à la fois d'atténuation, que j'évoquais tout à l'heure, et d'adaptation des territoires. Et ça, c'est extrêmement important. Hein. Aujourd'hui, il faut conserver les écosystèmes en bonne santé pour maintenir les services rendus par la forêt, mais par l'ensemble des écosystèmes. Voilà, c'est pas simplement la forêt. Alors, il y a autre chose aussi à retenir. Donc, bon, je vous laisse lire si vous le pouvez. Hein. Donc, il y a bien le changement climatique qui a un impact, mais il y a aussi la pollution de l'air qui fragilise les arbres. Par exemple, dans le sud-est de la France, les niveaux d'ozone, qui est un polluant secondaire, les niveaux d'ozone sont 5 fois supérieurs au seuil de la protection des forêts et sont suffisamment élevés pour affecter les arbres. Donc, vous avez
avez votre arbre qui est fragilisé par le changement climatique, mais aussi par la pollution de l'air. Et donc là, du côté pollution de l'air, ça se traduit par des nécroses foliaires, par exemple, chute prématurée des feuilles. Alors, et tout ça, donc si vous avez une forêt qui est fragilisée à la fois par le changement climatique, la pollution de l'air, donc vous avez une partie de vos forêts qui dépérissent, et ça contribue à augmenter le combustible. Donc, si vous avez baisse des précipitations en été, je répète par rapport à tout à l'heure, renforcement des sécheresses, des fortes chaleurs, recul, les ressources en eau en recul, eh bien, votre risque incendie va augmenter. Alors, ce n'est pas le nombre d'incendies qui risque d'augmenter, mais c'est plutôt, on aura probablement à l'avenir des incendies de plus grande ampleur. Voilà. Alors, Merci. le changement climatique. Juste pour, il faut retenir aussi un point essentiel, c'est que le changement climatique menace la biodiversité de la forêt, mais les activités humaines, tout autant, voire plus dans certains cas. Alors, c'est l'urbanisation, c'est l'usage des pesticides, c'est la rupture des continuités écologiques, c'est la régression des zones humides, etc. Donc c'est ce cumul-là qui fait que les forêts, la biodiversité du Luberon sont en danger. Merci Philippe sur ce point. Moi j'avais aussi une question sur l'agriculture. L'agriculture, je pense, est déjà impactée par le changement climatique. Je pense notamment à l'avancée de la période des vendanges, qui chaque année avance de quelques jours, voire de quelques semaines. Et on l'a vu aussi, la question du gel tardif, hein, la semaine dernière, moins 6,4 degrés à Pertuis, moins 5,1 degrés à Ath. Et je sais que le ministre de l'Agriculture a même indiqué hier que la vague de gel était probablement la plus grande catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle. Alors, toujours difficile de corroborer, on va dire, météo et changement climatique, même si effectivement, cette question effectivement, du gel tardif, on l'avait indiqué dans le cahier, en tout cas au niveau du GREC Sud, était une conséquence de ce changement climatique. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, évoquer la question agricole et le changement climatique ? Alors, pour revenir sur l'événement du gel tardif, alors c'est vrai, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez une augmentation de la température, toute saison, donc votre cycle végétatif va être plus précoce. Mais ça ne va pas empêcher en fait des périodes de froid suite à des températures très douces et puis à cette entrée dans le printemps. Et donc, si il y a une période de froid, eh bien, on aura les conséquences qu'on a eues malheureusement ces derniers jours. Donc, le gel tardif est l'une des conséquences. Enfin, il existe déjà, mais il va probablement aussi s'accentuer à l'avenir. Pour revenir sur les vendanges que tu évoquais, Nicolas, oui, effectivement, on a des vendanges qui sont en moyenne environ 3 semaines plus précoces, avec déjà des problèmes aussi de maturité, de sucre dans le fruit, qui fait que nos vins aujourd'hui font 14, 15, 16 degrés parfois, et ce qui est très important. Sur l'agriculture, de toute façon, l'agriculture, on pourrait reprendre ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est bien ce changement climatique progressif et les événements climatiques extrêmes qui vont avoir un impact sur l'agriculture et donc il va être nécessaire d'adapter les pratiques agricoles. C'est pour ça que l'agriculture du Luberon est prometteuse, mais fragile. Donc à l'avenir, il faudra qu'elle soit plus économe en eau. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, il faudra privilégier des variétés culturelles résistantes aux variations de température, susceptibles de provoquer un stress hydrique ou un gel tardif. Je vais pas tout lire non plus, mais par exemple, utiliser aussi plus de produits résiduaires organiques, comme le fumier composté par exemple, implanter peut-être des cultures en altitude, mais sur des sols résilients pour bénéficier d'un climat plus tempéré. Par exemple, c'est une réflexion qui est menée pour la vigne, pour les mettre un petit peu plus en altitude et pour que les cépages souffrent moins. Donc, cette question agricole est essentielle, bien sûr, pour le Luberon, parce que c'est une activité qui est extrêmement importante, à la fois pour le côté alimentaire, mais bien sûr, c'est tous les produits locaux, et ce sont les terroirs locaux qui sont là en question, et donc, pour les conserver le plus longtemps possible, il va falloir adapter cette agriculture.
Merci. Après tous ces signaux d'alerte, il est peut-être temps ensemble d'évoquer quelques solutions possibles d'adaptation au changement climatique et notamment en ville. C'est vrai que les villes du parc du Luberon sont certes de taille modeste, mais on y rencontre quand même des phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Par exemple, lors des épisodes de canicule, on a relevé des écarts de température de 3 à 4 degrés quand même entre les espaces urbains les plus denses et les espaces ruraux, comme les mesures qu'on a pu relever à Pertuis au cours des années précédentes. Face à ce changement climatique, il faudra peut-être repenser le cœur des villes pour permettre d'offrir des espaces urbains plus agréables aux habitants, notamment l'été, avec un rôle clé, celui du végétal en ville. Quelle est l'analyse du GREC Sud sur cette question de la qualité de vie en ville et le changement climatique? Alors, c'est vrai que même si vous avez des pôles urbains de taille modeste, comme tu l'as dit, Nicolas, il y a des écarts de 3 à 4 degrés en fonction des quartiers, si on est au cœur de ville, en périphérie, en zone forestière, en zone agricole, etc. Alors, il y a eu ces campagnes de mesure qui ont confirmé que dans certains cas, il faisait plus frais quand on a de la végétation, par exemple, quand on est dans l'espace vert, plutôt que dans l'espace minéral. Mais la question, en fait, est pas si simple. Enfin, les réponses ne sont pas si simples parce que parfois, on a des espaces urbains. Ça a été le cas, par exemple, l'année dernière, l'analyse est en cours, où on a sur des températures moyennes, on a le cœur urbain, par exemple, de Manosque ou de Cavaillon, qui peuvent, dans certains cas, être plus frais que les zones périurbaines où il y a plus de végétation. Donc, plus de végétation, plus d'évapotranspiration et donc davantage de fraîcheur. Donc c'est vraiment une question complexe et là on rentre en fait dans le fonctionnement des villes, dans toute leur complexité et c'est là où il faut essayer de trouver des solutions, alors à la fois sur l'énergie, sur les matériaux, sur la végétalisation, la nature en ville, etc. Donc c'est vrai que quand on veut lutter contre les îlots de chaleur urbains et donc améliorer la qualité de vie de la population, il faut privilégier la nature en ville de manière générale, diminuer les rejets de chaleur générés par le transport par exemple. On évite de généraliser la climatisation parce que l'air chaud qui sort des climatiseurs augmente la température dans la rue. Bon, je vais pas tout dire, mais après il y a des choses toutes simples. Par exemple, privilégier des logements traversants, c'est pas toujours le cas. Donc parce que traversant, on peut faire un courant d'air, etc. C'est installer aussi des persiennes. On en voit de moins en moins. Les persiennes nous protègent à la fois du soleil et laissent passer de l'air, notamment la nuit. Si on laisse les fenêtres ouvertes et on a ces volets fermés, c'est bien sûr ne plus utiliser de matériaux foncés. D'accord, donc parce que avec par exemple de la peinture blanche, des sols clairs, vous avez le rayonnement solaire qui repart davantage vers l'atmosphère et donc vers l'espace. Mais bon, cette nature en ville, parce que quand on parle des îlots de chaleur urbains, souvent on parle de nature en ville. La nature en ville aussi apporte à des bienfaits pour la biodiversité, pour qu'on ait aussi une biodiversité dans nos zones urbaines, dans nos zones périphériques. Donc voilà, ça c'est vraiment donc quand tu disais repenser le cœur des villes, c'est tout à fait ça. Et là aussi, il y a une dimension collective parce que l'ensemble des acteurs urbains doivent travailler collectivement pour trouver des solutions. Donc, par rapport, on a vu effectivement la question du changement climatique et la question des villes. Il y a une question aussi importante qui est liée au tourisme. Notre territoire est quand même fréquenté par 1,6 million, il y a 1,6 million de séjours touristiques qui sont réalisés par an sur notre territoire, donc c'est vraiment très conséquent. Et puis, on peut se poser la question, avec le changement climatique, les pratiques touristiques seront peut-être sûrement adaptées. Je pense à la question de la pratique de la randonnée et du vélo durant la période estivale, qui seront peut-être plus possibles. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette question du tourisme et de cette question du changement climatique et de l'adaptation nécessaire au changement climatique dans les années à venir?
Alors, le tourisme, c'est vrai, là aussi, c'est une question extrêmement importante pour votre territoire. Et alors, d'ailleurs, il y avait eu une conférence à Beaulieu sur le sujet. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le tourisme, c'est notamment les gens viennent pour vos paysages, pour vos terroirs agricoles aussi, pour de nombreuses raisons, vos forêts, etc. Mais ils viennent pour vos paysages, entre autres. Si demain vos paysages changent, parce qu'il fait plus chaud, parce que le régime des précipitations change, eh bien, vous allez avoir, ce changement de paysage va forcément avoir un impact sur le regard que portent les touristes sur votre territoire. Donc c'est là où il va falloir travailler sur la préservation des territoires, des paysages, pardon, et pour pouvoir continuer à être attractif. Mais pour être attractif aussi, il va falloir avoir les ressources en eau suffisantes. Il va falloir travailler sur l'énergie et notamment le transport. Le transport qui est l'un des points noirs du secteur touristique, parce que quand on vient dans le Luberon, on vient en très grande majorité, on vient en voiture individuelle. D'accord. Et puis, on y reviendra tout à l'heure sur le transport. Le transport reste de toute façon un sujet extrêmement préoccupant dans le Luberon, en tout cas à l'échelle de ce territoire. Donc, sur le tourisme, si vous avez la question des paysages, la question de l'énergie, la question des ressources en eau, s'il fait extrêmement chaud aussi pendant la saison estivale, donc les gens ne vont pas aller se balader quand il fera 40 degrés à l'extérieur ou faire du vélo. D'accord. Et même quand on est en forêt, etc., quand il fait si chaud, c'est compliqué. Donc il va falloir adapter le tourisme et peut-être sur des activités le matin, les activités en fin de journée, sur les ailes de saison aussi. Voilà. Donc si vous travaillez sur les ailes de saison, le printemps, l'automne par exemple, vous allez pouvoir faire venir aussi du monde. Alors il y a toutes les questions de vacances scolaires, etc. Mais peut-être qu'on pourra trouver des solutions. Et il va falloir travailler aussi sur des pratiques vertueuses susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre, je l'ai dit pour le transport, mais c'est pour l'ensemble des activités du tourisme en réalité. Voilà. Et moi, j'aimerais dire une chose aussi, c'est que même si vous travaillez sur vos ailes de saison, si vous travaillez, enfin vous proposez des activités au début et fin de journée, il y a bien quand même cette question du tourisme en été. Si le tourisme en été devient extrêmement pénible dans le Luberon parce qu'il va faire chaud, les gens ne viendront pas et ça va quand même écorner l'image du Luberon et à voir comment les gens viennent ensuite sur les ailes de saison aussi. Donc c'est vraiment un travail là aussi collectif et il faut travailler sur le tourisme 4 saisons, il faut diversifier les activités touristiques et puis développer les équipements en général, l'écotourisme, l'agritourisme, la liste pourrait être longue. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur le tourisme et qui en fait est cette économie du tourisme qui est si importante pour vous. Merci Philippe. On va terminer sur la question de l'énergie et de transport, parce que le temps passe, le temps file, même si c'est vrai que c'est des questions passionnantes. On l'a vu Philippe au début, tu nous l'as présenté, le changement climatique est avant tout une question d'énergie et la lutte contre le changement climatique passe en premier lieu par la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Il faudra réduire nos consommations d'énergie et développer les énergies renouvelables, notamment pour contribuer aux objectifs du SRADET qui prévoit quand même la neutralité carbone en 2050, c'est pas rien. Est-ce que tu peux, Philippe, nous faire un point sur la question de l'énergie et des transports assez rapidement et on va passer après effectivement à la conclusion et aux questions. Oui, donc comme c'est marqué dans la synthèse, en fait, l'énergie est au cœur des enjeux pour vous, à l'échelle locale, à l'échelle territoriale. 66% des émissions locales des gaz à effet de serre proviennent du transport et du résidentiel. Donc la priorité à l'échelle plutôt territoriale, c'est bien ces deux volets, enfin en tout cas ces deux postes, c'est-à-dire le transport et le résidentiel. Avec bien sûr
il faut faire au mieux, c'est-à-dire il faut réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a un volet réglementaire déjà que vous allez devoir respecter. C'est-à-dire que d'ici 2030, il va falloir diminuer de 40% vos émissions de gaz à effet de serre et arriver à la neutralité carbone en 2050. Sachant que si on veut atteindre les 1,5 degrés Celsius, les plus 1,5 degrés Celsius à l'avenir, ces prochaines décennies ne pas dépasser, il faut en fait atteindre 55 à 60% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Donc en fait, la question est extrêmement forte, les enjeux extrêmement forts, et en fait le défi est immense, parce que là, nous, on parle du territoire du Luberon, qui a des atouts, qui peut travailler sur ces questions-là, mais quand on travaille à l'échelle de métropole, par exemple, c'est encore plus compliqué. Donc, mais peut-être pour terminer, de toute façon, sur l'énergie, il va falloir bien sûr réduire les consommations, donc ça passe par la sobriété énergétique, par l'efficacité énergétique. Il va falloir développer les énergies renouvelables, bien sûr aussi, avec le solaire photovoltaïque, ça peut être la méthanisation, la géothermie. Et donc là-dessus, là aussi, vous avez un travail fondamental réalisé. Alors un travail, vous n'êtes pas seul. Hein. Laure Galpin tout à l'heure a évoqué ce partenariat avec le GREC Sud, mais il y a bien sûr d'autres partenaires qu'il faudra associer. Et cette idée, et je crois que tu l'évoqueras aussi, Nicolas, c'est bien de se mobiliser et d'agir ensemble. Voilà, parce que, en fait, tout va dépendre des politiques et stratégies d'adaptation et d'atténuation que vous allez mettre en œuvre sur votre territoire. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur l'énergie en quelques mots. Merci Philippe. Effectivement, tu l'as dit, hein, face à cette question du changement climatique, la mobilisation de tous les acteurs sera nécessaire pour mettre des solutions concrètes en place en termes d'atténuation, d'adaptation au changement climatique. Donc, je pense notamment à la production d'énergie renouvelable, la mobilité active, les économies d'eau, les économies d'énergie, la nature en ville, tu l'as évoqué, les arbres d'ombrage, l'agroécologie. Évidemment, le parc aura son rôle à jouer, hein, et notamment dans le cadre de la mise en place des actions de sa future charte, qui est prévue effectivement pour l'échéance 2024-2039. Évidemment, cette question du changement climatique, il sera abordé pour amplifier la résilience de notre territoire face au changement climatique. Je te remercie, Philippe, de ta présentation, de ton intervention. On va maintenant passer à la question des questions, des échanges. Notre présentation est terminée. Elle était assez, je pense, transversale et complète. Et j'imagine que ça suscite parmi vous de nombreuses questions. Alors, comme je dis, soit vous levez la main et vous intervenez voilà, avec le micro, soit dans le chat sur la droite. Comme vous le souhaitez, on va prendre peut-être des questions avec un micro. Et après, on verra avec le chat si vous voulez bien. Il y a Pierre Alors, Frappa. Je ne vois pas de main levée. Pierre Frappa demande la parole. Pierre? Oui, je ne suis pas le seul, j'ai vu qu'il y avait une autre main. Pierre, je ne voyais pas ta main, excuse-moi. Oui, Pierre, tu as la parole, on t'écoute. Oui, moi je voulais faire, enfin, tout ce qui a été dit est fort intéressant, et c'est une synthèse d'autant plus intéressante qu'elle est localisée aussi sur le territoire du Luberon. Mais en même temps, en ce moment, pour peu qu'on s'intéresse un peu à ces questions-là, on en entend beaucoup parler, quoi. C'est parmi c'est presque ça fait la une sur de nombreux médias. Mais néanmoins, moi, je trouve qu'il y a quand même... donc, c'est un constat, je veux dire, aujourd'hui, qui est indiscutable, et donc plus personne ne nie. Justement, plus personne de sérieux ne nie. Mais pourtant, il y a quand même, je trouve, au niveau des acteurs économiques, politiques et médiatiques, que j'appellerais dominants, on a quand même le sentiment qu'il y a une espèce de déni. Et je veux dire, comment on peut réagir par rapport à ça? Moi, il y a une notion qui me
qui me donne de l'urticaire, c'est cette histoire d'écologie punitive. On entend parler à tort et à travers. Et effectivement, parmi les mesures qui sont proposées et nécessaires, je vois par exemple éviter de généraliser la climatisation. Ça y est, je suis sûr que ce genre de proposition va faire grimper au rideau un tas de personnes qui vont dire encore de l'écologie punitive. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, comment on va faire pour passer de ce constat absolument indéniable et indiscutable à des actions qui vont être réellement efficaces. On a vu effectivement ce qu'il en était de la conférence citoyenne pour le climat et des résultats, ce qu'elle a donné. Je veux dire, c'est assez désespérant, quoi. Philippe, alors moi, je peux apporter peut-être quelques éléments, et puis s'il y a d'autres personnes, bien sûr, allez-y. Alors, là, ce sont pas des pistes punitives. En tout cas, pour la climatisation, par exemple, c'est sûr que c'est une solution simple qui peut être apportée. On la connaît, elle est robuste. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que la climatisation va disparaître, mais ou en tout cas pas complètement. L'idée, c'est quand même de regarder ce qui se fait dans d'autres pays, des pays qui sont plus chauds que les nôtres. Ils n'ont pas tous une climatisation dans leur logement. Ils ont une manière de construire, une manière d'habiter, une manière de jouer avec avec l'entrée d'air, etc., avec les ombres, qui fait que malgré tout, le quotidien reste supportable. Et il fait parfois meilleur dans leur maison que chez nous, en Méditerranée, en tout cas en l'absence de climatisation. Donc, l'idée, c'est de travailler là aussi collectivement, mais de la manière la plus intelligente possible, en essayant de mettre en place des solutions adaptées, des solutions qui sont éprouvées ailleurs, pour essayer d'avancer, de progresser avec cette idée de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors le déni des élus, il n'y a pas que le déni des élus. Après, nous on le constate avec le Grexud et on veut certainement pas être dans le punitif. On est plutôt dans la mobilisation, la prise de conscience, mais à un moment donné, et vous l'avez dit, on en parle énormément dans la presse, dans les médias, etc. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Même nous, au Grexud, il arrive un moment où, à force de répéter les choses, on se dit, il faut que l'action arrive, il faut qu'elle s'accélère. Et c'est là où on essaie de travailler sur des méthodes, et notamment en psychologie de l'environnement, par exemple, pour essayer d'inciter, pour essayer de débloquer des situations, et parce que en fait, ce changement climatique est un problème tellement gigantesque que les individus ne savent pas par où commencer. Individuellement, ils ne savent pas comment faire. Donc on est bien ici dans l'accompagnement, et c'est le but d'ailleurs, et peut-être que Laure Galpin pourra en dire un mot aussi, c'est le but de cette convention entre les PNR de la région, le Grexud et la région sud, enfin le conseil régional, c'est d'apporter de l'accompagnement et d'accompagner tout simplement les acteurs territoriaux pour aller vers les transitions, pour aller vers l'adaptation et l'atténuation. Écoute, merci pour ton retour. Effectivement, j'allais aussi donner la parole à Laure Galpin. Il y a une question effectivement dans le chat qui dit, c'est pour rebondir effectivement sur tant l'intervention de Philippe, mais aussi comment mettre en place dans la future charte ce challenge, cette question du changement climatique. Laure, si tu peux y apporter des précisions en croisant effectivement l'intervention de Philippe Brosselot et la question du chat. Pardon, Nicolas, j'étais plutôt sur. J'allais laisser défiler les questions. Donc là, c'est comment mettre cet enjeu en fait dans la charte, c'est ça? Comment répondre à cet enjeu? C'est ça. Ouais. Ouh. C'est vrai que là, on est sur un enjeu vraiment tellement transversal que je pense que on est encore dans cette réflexion-là. Hein. Est-ce qu'il faut l'isoler dans la charte et dire on travaille sur l'atténuation, l'adaptation au changement climatique, ou au contraire, est-ce que ça infuse partout? Est-ce que ça diffuse partout dans la charte? Je pense que c'est plutôt cette seconde option qu'il faut choisir. Et en fait, alors nous, on ne va pas pouvoir aller écrire des choses
On ne va pas pouvoir prescrire, interdire, par exemple, la climatisation dans les habitations privées, mais on va pouvoir orienter tout ça. C'est vrai que Philippe a donné beaucoup de pistes, hein, quand même, je trouve, effectivement, sur l'habitat, la construction, l'aménagement, l'énergie. Donc nous, là, on peut prendre, c'est des orientations qu'on peut inscrire dans la charte et qu'on peut décliner en mesure en disant le parc du Luberon va accompagner tel type d'acteurs, va accompagner les communes dans leur PLU. Enfin voilà, après, il faut décliner les actions, mais je pense qu'on peut se saisir de pas mal de pistes qui ont été évoquées là et peut-être même en inventer d'autres. Merci pour ton témoignage. Il y a Gilles Landrieux qui a levé la main depuis quelques temps. Voilà, je lui cède la parole s'il est disponible. Merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ouais. Donc deux questions. La première, c'est effectivement la difficulté, enfin le déni de beaucoup de gens, et notamment face à des épisodes de gel que vous avez évoqués tout à l'heure, le gel tardif. Est-ce qu'au lieu de parler de réchauffement climatique, on ne devrait pas dire que si dans nos pays la température moyenne augmente, on a aussi une augmentation de la variabilité de cette température, ce qui fait que même si à un moment donné la température a commencé à chauffer plus tôt, donc avec des effets de phénologie, ça ne nous met pas à l'abri de gel qui peuvent arriver au mois de mars, d'avril, etc. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'étais très étonné parce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait qu'à Manosque, on a pu mesurer des effets plus frais en centre-ville qu'en milieu périurbain, avec plus de végétation, à moins qu'on ait des effets d'altitude ou je ne sais quoi, ou des effets de vent dominant, ou je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça. Voilà. Merci. Alors, sur les deux points, sur la variabilité, oui, ce serait une solution. Alors, mais il faut continuer à parler de changement climatique, à la fois cette évolution progressive, mais aussi cette évolution des événements climatiques extrêmes. Après, on peut insister sur cette variabilité. Effectivement, alors, tout à l'heure, je parlais de variabilité interannuelle, mais c'est intersaison aussi, c'est intra-saison aussi. Donc, on l'a vu, hein, il suffit de regarder un petit peu l'hiver qui vient de passer. Ce début de printemps, on passe de températures très fraîches. Alors on n'a pas eu grand froid, mais froide ou fraîche, et puis on va vers des températures, on est très au-delà des normales. Bon, à côté de ça, moi aujourd'hui, je peux pas vous dire si c'est quelque chose qui a évolué à la hausse par rapport aux dernières années, dernières décennies, parce que cette variabilité a toujours existé. On pourra peut-être, avec les prochaines études scientifiques, apporter des réponses là-dessus. Mais nous, on a un ressenti, vous avez ce ressenti-là, nous l'avons tous. Maintenant, nous, on n'est pas au niveau que du ressenti, bien sûr, on essaie d'apporter des éléments tangibles, des éléments chiffrés, et bon voilà, et dès qu'on les aura, on pourra les transmettre. Pour Manosque, alors c'est en cours d'analyse. Mais l'hypothèse, c'est que quand même dans les cœurs de ville, et notamment dans les cœurs de ville méditerranéens, on a des rues étroites, on a parfois des habitations qui sont assez hautes, on a quelques places qui sont arborées, et donc par le jeu de l'ombre, par le jeu de la circulation de l'air, par la présence quand même ponctuelle de végétation, parfois la présence de fontaines, alors là c'est pas le cas en tout cas sur ce que j'expliquais à Manosque, mais on peut avoir des températures qui peuvent s'avérer, alors attention, hein, ça ne se joue pas à grand chose, hein, un peu plus fraîches que le périurbain où finalement le soleil, enfin les espaces sont ouverts, le soleil entre dans ces espaces-là, entre le bâti, entre la végétation, etc. Puis si à un moment donné vous avez votre végétation qui est sèche, il y a peu d'évapotranspiration, il est possible en fonction de la localisation du capteur que la température soit légèrement supérieure dans le périurbain. Mais j'ajouterai quelque chose, là je parlais de température moyenne sur des tranches horaires en fait. Donc c'était en fin de nuit et en plein après-midi. Mais là ce qui va être, ce qu'on va voir, c'est les températures extrêmes. Et là je pense que sur les températures extrêmes, elles seront supérieures dans l'espace urbain plutôt qu'en périphérie.
Merci pour ces précisions. Quelques témoignages maintenant dans le chat. Il y a Catherine Delahaye qui indique que son association Durance Luberon Verdon 2030 a réalisé des conférences qui ont été proposées à Manosque. Vous pouvez les revoir effectivement sur le site internet. Il y a même Sinoir qui dit qu'elle est d'accord avec la notion de déni. Selon elle, le déni vient de son point de vue d'un manque de partage et de connaissances et des responsabilités. Il y aura peut-être du coup moins de déni effectivement avec ce cahier territorial. Hein, l'objectif c'était de faire partager les connaissances sur le territoire de Luberon. Il y a Monsieur Michel Blanc qui propose un grand plan de plantation d'arbres, notamment en plaine. Pourquoi pas, on retient effectivement votre proposition. Il y a Monsieur Honoré qui évoque la question de l'hypermétropie environnementale, qui est indiquée effectivement dans le cahier par un chercheur. Le fait que nous percevons les dégradations et les risques associés à notre environnement local comme étant moindres qu'à un niveau plus global, c'est vrai. Donc voilà un petit peu les retours effectivement que j'ai effectivement dans le chat. Il y a une personne aussi qui souhaitait s'exprimer, qui a demandé la parole là depuis quelque temps. C'est Madame Sylvie Marchal. C'est vous, oui. Oui, on vous écoute. c'est moi. Bonjour à tout le monde. C'est très pragmatique ma question. Je voudrais savoir si le parc de Luberon a un tableau de bord avec quelques indicateurs clés qui lui permettraient de suivre de manière opérationnelle en fait les solutions, les leviers d'action qu'il pourrait mettre en place. Et s'il n'a pas ce tableau de bord, alors là, pour le coup, je m'adresse à Monsieur Rossello. Quels pourraient être les 5 indicateurs que vous recommanderiez? Merci. Bon, allez, je laisse la main au PNR d'abord, et après on verra. Non, en fait, je vous l'ai dit en introduction, on a réalisé une synthèse quand même de 8 pages où il y a déjà beaucoup de choses, effectivement, beaucoup d'indicateurs sur toutes les thématiques qui ont été abordées ce soir. Donc aujourd'hui, on a la matière. Et c'est vrai que cette matière-là, elle pourra être retranscrite effectivement dans notre future charte avec des indicateurs et le suivi sur le long terme. Ça, c'est des choses effectivement qui sont tout à fait réalisables. Et avec l'appui du GREC Sud, on l'a évoqué tout à l'heure, Philippe l'a dit avec Laure Galpin, il y a une convention effectivement interparc entre le GREC Sud et le parc, entre les parcs de la région Sud, et on pourra effectivement travailler ensemble sur ces questions-là, bien entendu. Oui, voilà. Bon, pardon Philippe, juste avant que tu prennes Ouais. là-dessus. Effectivement, dans ce conventionnement, enfin bon, c'est pas dans ce partenariat, voilà, on a vraiment l'objectif de travailler sur d'identifier des indicateurs qui pourraient d'abord être communs à l'ensemble des parcs, parce que ce serait bien quand même, ça permet aussi d'avoir une lecture à une dimension encore supérieure et d'être peut-être plus efficace aussi, mais peut-être d'identifier aussi des indicateurs un peu plus territorialisés, enfin qui concerneraient plus particulièrement chacun de nos parcs. Donc ça, c'est un travail qu'on doit mener là encore dans ces prochains mois. Et Philippe, peut-être sur les indicateurs pertinents déjà que tu identifierais. Alors, alors si on s'entend sur le mot, alors un indicateur pour vous, Madame Marchal, c'est vraiment un chiffre qui illustre le mieux ce changement climatique, ou c'est plutôt… celui sur lequel on a des leviers d'action et donc on peut mesurer les progrès. Par exemple, sur les pratiques culturelles, par exemple, de voir effectivement de ceux qui changent, qui évaluent leurs pratiques culturelles, passant en agroforesterie, par exemple, d'avoir sur le temps des indicateurs qui permettent de bien suivre et de bien voir les impacts en stratégie d'adaptation, par exemple. C'est-à-dire d'avoir vraiment des indicateurs qui permettent de comprendre où sont les bons leviers d'action, de façon à ce que tout l'ensemble des parties prenantes peuvent travailler dans un même… en convergence. C'est ça qui est intéressant voilà. Alors là-dessus, justement, je voulais bien vérifier qu'est-ce que vous mettiez derrière indicateur, tableau de bord. Alors ça, c'est, on va dire, c'est l'une des orientations du GREC Sud pour ces prochaines années. C'est parce que nous, bien, on parle de pistes d'adaptation, d'atténuation, on formule des préconisations, etc. Mais finalement, derrière le conseil, derrière l'accompagnement, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est efficace. Alors, on pense que oui, parce que il y a derrière, il y a des indicateurs qui sont construits à partir de méthodes robustes, etc. Mais en réalité, la vérité, c'est qu'on ne sait pas.
Si, voilà. Et puis, donc, on voudrait travailler sur ces méthodes d'évaluation. Et moi, je trouve que dans le cadre de ce partenariat qu'on a évoqué depuis le début, donc PNR Grec Sud, je pense que c'est vraiment l'occasion de pouvoir essayer d'expérimenter, de tester des méthodes pour pouvoir évaluer les différentes politiques ou stratégies qui sont mises en œuvre pour travailler sur, pour stratégie d'atténuation, mais aussi d'adaptation. D'accord. Donc, et ça peut faire partie, que ce soit, par exemple, on a un observatoire, enfin, c'est pas le bon terme, on cherche le bon terme, un observatoire pour essayer de travailler sur des indicateurs, sur des chiffres, sur Interparc, hein, mais ça serait l'occasion aussi, bien sûr, de pouvoir avoir une grille d'évaluation, et c'est une très bonne idée. Par contre, je ne vous cache pas que c'est quelque chose de complexe, et ça veut dire qu'il faut assurer un suivi dans le temps, et il faut que, bien sûr, le Grec Sud soit attentif, et partenaire aussi, mais il faut bien sûr que la personne qui met en œuvre la piste d'adaptation d'atténuation soit extrêmement rigoureuse aussi, pour pouvoir bien évaluer et pouvoir dire quelque chose de juste à la fin. Voilà. Merci Philippe. Je relève une question là dans le chat. Jean-Michel qui dit qui doit s'adapter? Est-ce que c'est à l'espèce humaine de s'adapter? Est-ce qu'on va par exemple arrêter de construire des routes pour éviter toujours plus de voitures? Voilà une petite remarque intéressante. Il y a Sabine aussi qui a demandé la parole. Je ne sais pas si elle est disponible. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Je rebondissais sur l'idée de l'écologie positive, punitive, en soulevant en fait le principe d'une adhésion du grand public à tous ces changements de vie qui vont être nécessaires, avec effectivement renoncer parfois à certaines zones de confort ou d'habitude, ou pour certaines personnes de devoir investir, donc finalement engager de l'argent sur changer leur système d'isolation, de chauffage, etc. Et ça ne pourra pas être intégralement pris en charge par le gouvernement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une action à mener vraiment de terrain auprès des particuliers qui soit très locale? C'est-à-dire que oui, on parle toujours au niveau international du changement climatique, on parle de la déforestation dans des zones lointaines, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, vraiment une action pour fédérer les populations locales, vraiment au niveau des particuliers sur ces questions, leur diffuser de façon très simple l'information, parce que les rapports et les cahiers, je ne suis pas certaine qu'ils soient lus par le plus grand nombre. On sait très bien que les gens lisent que les titres, même dans la presse. Donc, des cahiers même de 8 pages de synthèse qui sont extrêmement bien faits, et j'ai trouvé ça remarquable. Je ne suis pas sûre que ce soit lu par le plus grand nombre. Est-ce qu'il n'y aurait pas des outils de communication à mettre en place très simples pour vraiment générer une prise de conscience locale qui, en fait, vient à l'encontre de cette idée que quand on est dans du trop général et du mondial, personne ne se sent vraiment concerné, parce qu'on dit que ça nous dépasse tous. Et vraiment d'être très très simple et pragmatique pour permettre aux individus de s'approprier ces questions et de voir quels leviers concrets ils ont, et d'être prêts à engager des changements à la fois de comportement et à engager aussi des investissements financiers, parce que malgré tout, changer son véhicule, changer son système de chauffage, changer son isolation, eh bien, c'est quand même un coût financier pour les personnes privées, et ça, il faut quand même le prendre en compte. Alors, peut-être Nicolas, je prends la parole, ou tu voulais répondre avant au nom du PNR? Non, déjà, je voulais vous remercier pour votre intervention, et que j'ai trouvé très intéressante et très pertinente. Après, Philippe, voilà, tu peux répondre, et je compléterai le cas échéant éventuellement pour le temps. Alors, c'est vrai que cette question de moyens, à titre individuel notamment, et parfois à titre collectif, quand on est des petits groupes, c'est une question fondamentale, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de changer nos pratiques. C'est aussi la question de la précarité énergétique, par exemple. Il y en a aujourd'hui, on est dans le changement climatique, il fait très chaud l'été, ils ne souffrent absolument pas de la chaleur.
et puis d'autres qui, au contraire, souffrent énormément. Et puis même l'hiver, si on parle de l'hiver, il y en a qui se chauffent pas. Donc toute cette question, on va dire, sociale, mais pas seulement sociale, parce que c'est cette question sociale, c'est la question de l'accès aussi à l'information, de l'accès et comment on appréhende ce changement climatique, et comment on arrive à synthétiser cette information-là et à passer à l'action. Donc, c'est vrai qu'on pourrait avoir des outils de communication très simples, peut-être, je ne sais pas encore lesquels. Hein. De notre côté, nous, on y réfléchit. Nous, on pense d'abord peut-être à l'accompagnement, pour reprendre le terme encore une nouvelle fois, mais à l'accompagnement local, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, en rencontre, on établit un lien de confiance, en fait, avec les acteurs territoriaux, que ce soit voilà, à titre individuel, que si c'est un petit collectif, un grand collectif, etc. Et donc, quand je dis un collectif, ça peut être des agriculteurs, par exemple. C'est les agriculteurs qui vont se sentir démunis ou qui vont dire oh, bon, c'est pas pour moi, moi je continue comme je fais depuis toujours, ça fonctionne bien, j'ai pas de difficulté. Mais là, l'idée, c'est vraiment quand je dis accompagnement, et il y a ce mot qui est extrêmement important, et c'est même avec les élus, hein, c'est ce lien de confiance, c'est établir la confiance pour dire que les chercheurs peuvent, en tout cas quand je parle du Grec Sud, peuvent apporter des solutions. Ils n'apportent pas toutes les solutions, et ça c'est extrêmement important de souligner. Il faut dire aussi, il faut faire comprendre aussi aux acteurs territoriaux que les transitions, que l'adaptation au changement climatique, que l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre sont qu'en fait des actions extrêmement positives. Extrêmement positives dans le sens que ça peut améliorer, et si on y va, ça va améliorer notre qualité de vie et notamment quoi ? Notre santé. Et je pense que la santé est un sujet fédérateur. On pourrait s'appuyer sur la santé parce qu'en fait, la santé va être liée à tous les problèmes du changement climatique. Et peut-être qu'en s'appuyant sur ce point-là, sur l'accompagnement, sur la confiance, montrer qu'il y a des expérimentations qui fonctionnent, qu'il y a des actions qui fonctionnent, on peut arriver à convaincre, on peut arriver on peut aller tout simplement vers le positif, vers la transformation du territoire. Mais avant d'arriver sur des éléments positifs et cette transformation, eh bien, il faut travailler, il faut agir et il faut mettre en œuvre ces premières actions qui aujourd'hui, en fait, malgré la communication, tout ce qu'on peut entendre, etc., ne sont pas assez nombreuses, ne sont pas nombreuses. Et pour vraiment lutter contre le changement climatique, en fait, il faut que l'ensemble des territoires, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, nationale, internationale, passent à l'adaptation à l'atténuation. C'est toute la complexité. Et en fait, c'est un sujet extrêmement difficile. Mais vous avez, juste pour finir, vous avez utilisé les bons mots, moi je les ai marqués, donc sur s'approprier, s'engager par exemple, et peut-être un élément aussi en plus par rapport à la santé de ce que je disais, peut-être la santé et l'économie. La santé et l'économie locale, parce que là-dessus, l'économie est un levier extrêmement puissant aussi pour faire changer les pratiques. Merci, merci pour cette intervention. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire, le territoire à l'épreuve du changement climatique. Je vous remercie de votre participation. On était très nombreux ce soir. Je remercie aussi Philippe Brosselot pour son intervention et ses réponses. Et je vais céder la parole à Laure Galpin pour conclure ce webinaire. Oui, merci Nicolas. Je vais conclure par, au contraire, pas du tout une conclusion. Là, il faut qu'on avance maintenant. Oui, on conclut pas du coup un cycle. Au contraire, là, on démarre. Il faut absolument qu'on travaille vraiment tous ensemble et sur cette question de l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Et de toute façon, plus largement, là, sur l'écriture de la charte du parc, vu que c'était le dernier webinaire aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai que là, Philippe et Nicolas ont partagé avec nous, je pense, vraiment des constats et des hypothèses scientifiques. Donc, bon, voilà, on y est, on a ces infos-là. On a aussi soulevé quand même un certain nombre d'enjeux. J'ai entendu la question du cadre de vie, la question de l'économie, effectivement, avec l'impact sur l'agriculture, potentiellement sur le tourisme. L'enjeu santé aussi, je ne vais pas tout refaire, mais donc effectivement des constats, des enjeux, un certain nombre de pistes autour de l'énergie, de l'aménagement. Je trouve que quand même il y a beaucoup de pistes desquelles on peut se saisir, mais qu'on est bien en tête, et on l'a encore ressenti, je pense, ce soir, qu'on est
On est aussi dans l'expérimentation et de l'innovation, là, tous ensemble. Quand on dit on n'a pas encore tous les indicateurs, on n'a pas, enfin voilà, on voit bien que avançons. Voilà, il faut qu'on crée, qu'on continue de créer ça tous ensemble. Et avec tous les acteurs, effectivement, avec voilà, vous, les scientifiques, les chercheurs, avec nous sur l'action qu'on peut avoir au parc, les citoyens, etc. Donc vraiment, enfin, tu l'as dit ça aussi, Philippe, ou enfin, ça a été dit aussi, sur vraiment cette mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et je fais le lien aussi avec ce qui était dit au webinaire sur la perte de la biodiversité, où en fait, finalement, on disait que il fallait agir sur les comportements et sur les valeurs. Enfin, c'est vraiment ça qu'on s'est dit ce soir, quoi. Sur nos comportements et donc sur nos valeurs. Enfin, on ne peut pas changer nos comportements si on ne change pas un certain nombre de nos valeurs qui induisent un certain nombre de nos comportements. Et je voulais dire aussi, en matière de challenge, là, on a dit, bon, maintenant, voilà, il faut agir. On voit bien que on agit ci, là, etc., mais qu'il faut agir plus largement. Et donc, il y a un des défis là, qui a été voté par le comité syndical du parc, qui sera donc un axe de la charte, qui s'appelle non plus développer et impulser des modes de vie résilients, mais généraliser des modes de vie résilients. Et puis, il y a d'autres mots dans la phrase, mais voilà, enfin, avec cette conscience de dire maintenant c'est généralisé, c'est plus seulement expérimenté. Ouais. Donc le défi est grand, hein, notre responsabilité est grande aussi, et donc on a ce travail à mener, de travailler ensemble pour écrire tout ça. Voilà, merci à tous les intervenants et puis les participants. Là, vous avez été effectivement nombreux et fidèles sur cette série de webinaires. C'était, allez, on va dire, un des points positifs, hein, si on peut retirer des pratiques intéressantes de cette crise sanitaire, ce sera au moins ces webinaires-là, peut-être d'autres points aussi. Hein. Merci.